Donc, je vais parler du diagnostic. Tout d'abord, je rappelle ce chiffre, 14% de problèmes de l'appareil extenseur dans la série des journées, avec l'instabilité entre 20 et 25%. Ce qui est important à retenir, c'est que la cause d'échec chez ces patients, c'est une récidive du problème lié à l'appareil extenseur. Également en 2010, lors de journées lyonnaises précédentes, il y avait une étude réalisée et menée par Nicolas Bonin, une étude multicentrique du groupe avec 39 complications rotuliennes sur une série de PTG, et l'instabilité arrivait en 3e position. Ce qui était notable chez ces patients qui avaient été réopérés, il y en avait eu 8. Les résultats étaient très médiocres, avec un gros risque d'infection en post-opératoire et surtout une subluxation résiduelle au contrôle. Alors, on connaît les risques facteurs, il y en a plusieurs, de complications fémoro-patellaires. Je dirais que par rapport à ces facteurs-là, on peut rajouter la patella alta pour le problème d'instabilité. Et donc, il est important de prévenir plutôt que de guérir. En cas de complications, il faut un bilan diagnostique précis, et ça s'apparente tout à fait au genou natif, avec l'instabilité fémoro-patellaire sur un genou natif. Donc avoir une démarche diagnostique similaire, et on va aboutir à un algorithme de prise en charge qui est tout à fait en accord avec le concept du menu à la carte, qui est valable aussi sur la prothèse totale de genou. Alors cliniquement, chez un patient avec instabilité fémoro-patellaire, on va d'abord retrouver une douleur rotulienne antérieure dans les escaliers ou lors du relèvement, c'est le maître symptôme, des épisodes de dérobement ou de blocage, et surtout on retrouve souvent une flexion limitée chez ces patients. Et à la palpation, on peut retrouver la subluxation, ce qui est bien plus fréquente que la luxation vraie sur PTG. Une rotule mobile, ou alors au contraire un rétinaculum latéral qui est trop rétracté, et parfois cliniquement on retrouve pas ou très peu de signes objectifs. La radiographie en standard va souvent faire le diagnostic d'instabilité. Alors ici un cas de luxation qui est évidente, avec une vue axiale à 30 degrés et face profil en charge. En cas il faut mesurer la translation rotulienne et la bascule rotulienne avec les critères de Gomes, et on retrouve une translation supérieure à 5 mm, donc ça c'est anormal, et une bascule supérieure à 5 degrés, c'est également considéré comme anormal. Et donc par convention, c'est positif lorsque cette translation bascule est latérale, et négatif lorsque c'est médial. Alors il y a différentes situations, on peut avoir des luxations donc sur rotule resurfacée ou non resurfacée, des bascules rotuliennes, des translations rotuliennes sur rotule resurfacée, non resurfacée, avec un conflit latéral. Également une coupe inadéquate, ici, du versant interne de la rotule, avec un conflit latéral. Un décèlement du bouton rotulien, et également des cas de nécrose rotulienne. On poursuit le bilan avec on vérifie que la prothèse est bien axée avec une pangonométrie, des chousses, on vérifie l'absence d'usure et l'absence de laxité. Bien sûr, la mesure de la hauteur rotulienne est importante. Sur prothèse, on préfère utiliser le Blackburn Peel qui est plus reproductible de fait de la coupe tibiale et du composant tibial. Parfois, en cas de rotule luxée ou subluxée, le patient peut avoir un déficit d'extension active, et c'est intéressant de vérifier l'intégrité de l'appareil extenseur qui peut être altéré, surtout en cas de luxation. Donc l'échographie est très intéressante et facile à réaliser pour vérifier donc l'intégrité. Et l'examen vraiment essentiel pour faire le bilan de cette instabilité, ça va être le scanner qui, pour nous, est essentiel et à réaliser en permanence en cas d'instabilité. Donc il doit être protocolisé, bilatéral et comparatif, puisqu'on va pouvoir comparer le côté droit et côté gauche et déterminer s'il y a un trouble de rotation par rapport au côté contralatéral. Si possible, des coupes fines, et l'utilisation de réduction des artefacts métalliques est importante pour visionner les repères. Vous voyez, entre les deux coupes, on a quand même une meilleure visualisation à droite. On va tracer les différents axes et repères. Alors je vous conseille de le faire vous-même. Je pense que c'est là où ça sera le plus reproductible, ou du moins vérifier les mesures réalisées par le radiologue en systématique. Vous voyez, il y a différents repères à rechercher. Et les trois choses qu'on va surtout mesurer, donc c'est la rotation du composant fémoral. Donc on va pouvoir réaliser cette mesure par rapport
à deux axes. On peut choisir l'axe anatomique transépicondylien, donc l'axe dit de Yoshioka, ou l'axe chirurgical dit de Berger. Et donc, par convention, la rotation externe, enfin, c'est pas par convention, c'est si l'angle est ouvert latéralement, eh bien, on a une rotation externe du composant. Mais surtout, on va comparer par rapport au côté controlatéral, et le composant va être considéré en rotation interne lorsqu'il y a une différence d'au moins 5 degrés. La rotation du composant tibial est réalisée sur une superposition de coupes avec la tubérosité tibiale antérieure et une coupe passant par le composant tibial. On va pouvoir tracer l'axe antéro-postérieur de ce composant. On a le centre géométrique du plateau tibial et on va tracer une ligne jusqu'à la partie la plus antérieure de la TTA. Et en général, le composant tibial a une rotation interne d'environ 18 degrés. Donc, on va considérer une rotation interne excessive lorsque le composant aura une rotation excessive de plus de 5 degrés par rapport à cet angle. La mesure de la TAGT, elle va être augmentée lorsqu'on a une rotation interne du composant tibial ou du composant fémoral ou un positionnement médial du composant fémoral. Mais en pratique, c'est assez difficile de le mesurer puisqu'on a vraiment du mal à trouver le point le plus profond de la trochlée métallique. On peut utiliser également, comme on l'a déjà vu aux sessions précédentes, des scintigraphies, SPECT-CT. Ça peut être intéressant en cas de début de décèlement du bouton rotulien. Alors là, ici, c'était un cas, la rotule est franchement décellée, mais une année avant, elle avait eu des radiographies où le bouton rotulien était en place et la scintigraphie retrouvait déjà une fixation. Et un an après, le bouton était complètement décellé. Donc ces examens sont intéressants. C'est également très important de regarder le compte-rendu opératoire, quelle était la stabilité péropératoire, puisque c'est intéressant de le noter. Est-ce qu'il y a eu besoin de faire un release du rétinaculum latéral? Est-ce que la rotule est resurfacée? On le voit également sur la radiographie. Quelles sont les tailles des implants et surtout quel est le design de l'implant? Quelle prothèse a été utilisée? En effet, on sait qu'il y a de nombreux implants qui présentent des caractéristiques de la dysplasie trochléenne. Donc vous voyez ici différents profils de prothèses utilisés dans le commerce et la trochlée a vraiment une forme très différente suivant les implants. Et il y a des implants qui présentent cette dysplasie et qui va favoriser certaines complications fémoro-patellaires. Alors il y a plusieurs diagnostics. On peut retrouver des malrotations du composant fémoral ou tibial en rotation interne, malposition, des coupes rotuliennes inadéquates, une malposition du bouton rotulien et des implants utilisés avec un design qui n'est pas très bon. Il ne faut pas oublier les causes non liées au genou. Par exemple ici, une instabilité rotulienne qui avait déjà été opérée avec TTA MPFL. Et en fait, c'était une antéversion excessive de la tige fémorale qui a été reprise un peu difficilement puisque la tige était très bien scellée pour mettre un peu de rétroversion. Ça a corrigé tout à fait la vue axiale à 45 jours et le patient à 3 ans de recul allait très très bien au niveau de son genou et n'a pas été repris sur sa prothèse. Voilà, donc l'algorithme, je ne rentre pas dans le détail puisqu'Elvire va en parler ainsi que David. Et donc cet examen est essentiel. Le scanner est essentiel pour faire le diagnostic. Est-ce qu'il y a la question essentielle, c'est est-ce qu'il y a une malrotation, une malposition des implants? Le design prothétique est important à prendre en considération et donc cela rejoint le concept du menu à la carte. Je vous remercie et j'appelle David qui va nous parler donc de l'instabilité et quand est-ce qu'il faut changer la prothèse.